Evening News. 3 ans après son acte héroïque qui a fait le tour du monde, le jeune Malien Mamadou Gassama se retrouve dans la précarité. À l'instar des autres pays musulmans, le Mali célèbre ce jeudi la fête de Ashura qui signifie 10 en arabe. Quelle est donc la symbolique de cette fête communément appelée Ashura? La réponse dans un instant. Des jumelles sénégalaises Aminata et Ramatoulaye Diaw ont décroché leur bac à 13 ans dans un lycée de la banlieue de Dakar. Avec leur réussite, elles détiennent le record des plus jeunes bacheliers au Sénégal. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur Dweliba TV News. Nous sommes le 19 août et la journée du 19 août est considérée comme étant la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le thème retenu cette année est Course pour l'humanité et soutien aux vrais héros. À l'occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage au personnel humanitaire partout dans le monde et de nous engager à tout mettre en œuvre pour le protéger, lui et le travail essentiel qu'il accomplit. Rejoignons la course pour l'humanité et ensemble, faisons en sorte que tout le monde franchisse la ligne d'arrivée. » Fin de citation. Je vous le disais tantôt, à l'instar de la communauté musulmane du monde, celle du Mali fête aussi la fête d'Ashura qui marque le début du nouvel an dans la religion musulmane. Quelle est la symbolique de cette fête? Écoutons l'islamologue Alassane Modibo Ba au micro de El Hadj Malik Guitei. Ashura vient de Ashara. Ashara, ça veut dire 10. Il s'agit du 10e jour du premier mois du calendrier musulman. Ce jour, il commémore la victoire du peuple d'Israël sur le plus grand dictateur de l'histoire de l'humanité. Il s'agit bien sûr de Pharaon. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a fait son voyage historique de la Mecque à Médine pour s'installer là-bas, il a trouvé une communauté très très active des Juifs. Ces Juifs-là commémoraient, vénéraient aussi cette journée de Ashura. Donc c'est ainsi qu'il a tout de suite créé le lien en disant qu'il est beaucoup plus proche de Moïse que les autres. Donc la journée de Ashura, c'est une journée vraiment très importante de l'islam. Elle marque non seulement le début de l'année du calendrier musulman, mais également elle dégage des enseignements. Et parmi ces enseignements, il y a toujours nous enseigner que quelle que soit la montée de l'injustice, un jour viendra, elle sera rattrapée par la justice. La vérité va triompher, quelle que soit la montée du mensonge. Donc c'est le plus grand enseignement qu'on peut tirer de Ashura. Nous avons un hadith authentique en disant que le musulman qui gêne ces jours de Ashura verra ses péchés expiés. Il s'agit bien sûr des péchés mineurs parce que les grands péchés sont expiés à partir d'une seule technique et c'est le repentir. Et les techniques de repentir sont connues. Je peux aussi dire que le jeûne de ce Ashura-là auparavant était un jeûne obligatoire au début de l'islam. Mais cela a été abrogé par la prescription du Ramadan. Donc c'est une journée fortement spirituelle. Les musulmans doivent saisir cette occasion pour vraiment se donner plus la main et vraiment relever les défis de l'islam et faire taire les égos pour pouvoir relever les défis et porter haut le drapeau de l'islam, le drapeau de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. À l'occasion de l'an 1 de la chute d'Ibeka, l'ancien président malien, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, a fait un communiqué. Plus de précisions avec Fanta Diarra. Ce 18 août 2021 signe la première année de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. En effet,
Il s'agit d'une lutte héroïque menée par le peuple malien afin de tourner la page de la mauvaise gestion du pays, du favoritisme et du clientélisme. Cette révolution populaire du peuple malien a été achevée par les militaires le 18 août 2020 pour l'avènement des nouveaux Mali. Un an après la prise du pouvoir par les militaires, la CEMAS approuve aucun changement dans la gouvernance du pays. Ce document de la CEMAS dénonce, je cite, « C'est avec amertume que nous disons aux autorités de la transition que le peuple est resté sur sa faim et que le bilan de leur gestion ne comble pas les attentes. Cependant, nous leur demandons d'user des quelques mois qui restent de la transition pour aller vers la rupture tant souhaitée par le peuple malien et faire de la refondation une réalité. » Fin de citation. En cette date historique, la CEMAS souhaite un repos éternel aux martyrs et victimes de la répression des manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020. Le 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par des militaires suite à des séries de manifestations du M5 RFP. Les lignes ont-elles bougé depuis la chute d'Ibeka? Des invités ont essayé de répondre à ces questions lors d'une édition spéciale sur l'an 1 de la chute de l'ancien régime. Suivant le décryptage avec El Hadj Malik Guitei. Que retenir de l'an 1 de la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, ex-président de la République du Mali? Les lignes ont-elles bougé? Des questions qui refont surface un an après la chute de l'ancien régime. Lors d'une édition spéciale sur cet événement tragique de l'histoire de notre pays, certains acteurs politiques se sont prononcés sur ces questions. Ça représente pour nous un espoir de refondation de l'État, un espoir aussi de mettre sur place des institutions véritablement démocratiques et républicaines et laïques, un espoir aussi de réconcilier le peuple avec son État, un espoir aussi de faire union sacrée pour la République. Zoumana Doumbia, membre de l'ex-majorité présidentielle, s'inscrit en faux contre ces propos d'Issa Kaoudim. Le 18 août 2020 est une page sombre de notre histoire. Le 18 août 2020 est le désespoir de tous ceux qui sont tombés pour la démocratie, pour l'avènement de la démocratie dans notre cher pays. Et je pense que le président Ibeka n'a jamais démissionné et il a été forcé, en tout cas, à démissionner. Alors, coup d'État ou pas, Boubacar Bokoum, analyste politique, donne des éclaircissements. L'article 121 a des insuffisances. Cette insuffisance, non seulement de la désobéissance civile, et dire que le putsch est un crime imprescriptible, sans pour autant dire que la mauvaise gouvernance aussi est un crime imprescriptible. Donc vous avez une dynamique dans laquelle, effectivement, on protège le politique contre la mauvaise gouvernance. Donc, du coup, ce qui s'est passé au 18, nous l'avons mis dans le contexte de la mobilisation générale. Une mobilisation générale qui a abouti à la chute d'un régime. Un an après, les bilans restent mitigés, selon plusieurs observateurs de la vie politique malienne. Ça donne l'espoir aujourd'hui de refonder l'État. Ça donne aujourd'hui l'espoir de créer les conditions d'une bonne gouvernance. Ça donne l'espoir aussi de faire une bonne lecture de la crise sécuritaire. Et ça donne l'espoir aujourd'hui d'éviter de déplacer les problèmes. On dit oui, il y aura espoir. L'espoir est où? Sur le plan sanitaire, il n'y a absolument pas de changement. Sur le plan de l'éducation, c'est encore pire. Et sur le plan économique, aujourd'hui, le Mali est plombé. Le Mali est plombé. Et sur le plan sécuritaire, en fait, il n'y avait aucune vision dans ce qui a été fait, sauf remplacer un homme. Où va alors la transition malienne? Le modèle de gouvernance qui devrait être proposé, qui aurait dû être le deal social, le contrat social, pour être mis en œuvre, n'avait pas été acté. Donc, de ce point de vue, s'il n'y a pas de substance à l'intérieur, forcément, dans le déroulé, on a un souci. Donc, aujourd'hui, ils sont rattrapés par cette triste réalité de n'avoir pas de projet clair. Pas de projet clair. À 6 mois de la fin de la transition, les doutes planent sur le respect des dates indiquées par les autorités. En attendant, les bateaux au Mali continuent de tanguer, abîmés par l'insécurité, le chômage, les problèmes d'éducation, entre autres. L'Alliance des professionnels de la presse écrite au Mali, en collaboration avec les journalistes des droits humains, ont organisé ce matin un forum sur l'impact du Covid-19 sur les activités des femmes et la promotion du genre dans les médias. Reportage Oumou Makalou et Bakoro Banyari.
Le forum Quelle réponse à l'impact du Covid-19 sur l'autonomisation des femmes du Mali est un espace pour discuter des sujets importants comme l'autonomisation de la femme, l'impact du Covid-19 sur leur activité et la promotion du genre dans les médias. La participation de la femme dans la vie économique est un élément essentiel de la promotion de son genre dans la société. Aussi, la condition de la femme s'apprécie à travers la participation aux activités économiques. Sa capacité à accéder aux ressources est susceptible de lui permettre d'avoir une certaine autonomie financière. Monsieur Moro Siaka Sissoko, représentant des journalistes des droits humains, salue l'initiative. Aujourd'hui, nous appuyons ce forum à travers l'APPM. Pourquoi? Parce qu'on est conscient du statut de la femme au Mali. Et nous savons également que nous traversons un contexte de Covid-19, contexte pandémique qui a vraiment impacté de façon générale les droits humains, mais plus particulièrement les droits des femmes et des filles. Deux intervenantes plaident pour l'autonomisation de la femme. Celles qui font le commerce, la majeure partie était à l'extérieur. Donc le confinement les a trouvés là-bas. Après avoir fait des achats, ils ont été confinés. Il y a des femmes même qui ont fait à peu près 6 à 1 année là-bas. Il y a des produits qui ont été périmés, sinon ils n'ont pas pu amener leurs produits pour pouvoir les vendre. En ce qui concerne les résultats d'une enquête réalisée par ONU Femmes, au Mali, près de 165 femmes entrepreneurs sur les changements survenus en lien avec cette crise entre mars et avril 2020. Près de 20% de femmes ont dû arrêter leur activité entre mars et avril 2020. L'apparition du Covid-19 dans notre pays en 2020, sa propagation à l'intérieur du pays et les mesures barrières prises par les autorités pour réduire sa propagation ont sérieusement perturbé le mode de vie des populations et le fonctionnement normal des activités de manière générale. Ce 18 août 2021, le bureau de Bamako du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF a abrité une activité dénommée Rencontre avec les chercheurs. Pour cette première édition, le thème retenu était extrémisme violent, criminalité et conflits locaux dans le Liptako Gourma. Reportage Sokona Diakité et Moussa Tembini. La rencontre des chercheurs de ce mercredi 18 août portait sur la présentation d'un rapport de recherche de l'ISS relatif à l'implication des associations de femmes dans les groupes extrémistes violents au Mali et au Niger à partir des cas d'études de la Katiba Massina dans le centre du Mali et de Boko Haram dans l'est du Niger. Alors, le travail de recherche que nous avons effectué, qu'a effectué l'ISS, visait véritablement à mieux comprendre dans quelle mesure les femmes font partie, non pas seulement des victimes, mais aussi des acteurs, ou plutôt des actrices de l'extrémisme violent dans les deux pays. Les constats qui s'en dégagent fournissent des informations importantes pour les autorités locales et nationales afin de pouvoir proposer des portes de sortie à ces femmes-là et afin de pouvoir renforcer la résilience, la résistance des femmes qui pourraient autrement entrer dans ces groupes. Présent parmi les participants, le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali a qualifié les résultats de l'étude de très intéressants, pertinents, sensibles et très audacieux et a salué l'effort des chercheurs. Si on parvient à mettre en œuvre de façon efficace et effective ces différentes politiques publiques, ces différents instruments juridiques, on pourra parvenir à avoir un résultat probant en matière de lutte contre l'intégration des femmes dans les groupes armés. Cette rencontre, qui est la première du genre, ne sera pas la dernière, au dire de la référente genre au Sahel du DECAF. Une session particulière que nous avons programmée maintenant et nous en étions à notre première édition et cela va être récurrente au sein du bureau du DECAF. Au terme de la rencontre, M. Boubacar Terra, chargé de programme du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF, a adressé ses remerciements aux participants
avant d'indiquer l'importance que la rencontre représente pour sa structure et pour leurs différents partenaires. De telles initiatives permettent d'apporter plus de précision sur les questions d'extrémisme violent, dans la mesure où les chercheurs sont sur le terrain et connaissent mieux les réalités, selon lui. Nous en parlions dans les titres. 3 ans après son acte héroïque, Mamadou Gassama, le jeune Malien qui avait sauvé un enfant suspendu dans un immeuble à Paris en 2018, vit aujourd'hui en difficulté. Récit Abdoulaye Koniba Konaté. Héros il y a 3 ans, celui qu'on avait surnommé Super-Homme répare aujourd'hui à zéro. Nous sommes en 2018, le Spider-Man malien, l'athlète intrépide, fougueux. Les superlatifs n'ont pas manqué pour qualifier cet acte de sauvetage que vient d'effectuer le jeune Malien de 22 ans, résidant à Paris. Cette vidéo de 30 secondes vaut à Mamadou Gassama la médaille d'honneur de courage et de dévouement délivrée par le président Emmanuel Macron qui l'a reçue à l'Élysée. Ce dernier a annoncé la naturalisation prochaine du jeune étranger et son intégration future au sein des sapeurs-pompiers de Paris. Si sa naturalisation a été effective, il n'en serait pas autant pour son intégration au sein des sapeurs-pompiers. Selon plusieurs sources, Mamadou Gassama a vu son rêve d'entrer dans la caserne des pompiers partir en fumée. Au dire des médias locaux français, le héros a une maladie qui l'aurait empêché de terminer la formation de sapeur-pompier. Les mêmes sources affirment que le Spider-Man est actuellement sans emploi fixe et vit dans la mélancolie. Place à présent à l'infographie du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du monument Sibelius. Le monument Sibelius est une statue publique érigée dans le parc Sibelius du quartier de Tulo à Helsinki, en Finlande, dédiée au compositeur Jean Sibelius. La statue est faite de 600 tuyaux et elle pèse 24 tonnes. Le monument fait 8,5 mètres de haut, 10,5 mètres de long et 6,5 mètres de large. C'est l'une des statues les plus visitées à Helsinki. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les tuyaux ne représentent pas des grandes orgues mais des bouleaux, des arbres de la vie quotidienne finlandaise, car Sibelius adorait la nature et il puisait son inspiration. L'œuvre a été admirée par les uns et critiquée par les autres qui voulaient un monument plus concret rappelant Sibelius. C'est ainsi que le portrait du musicien a été réalisé en acier par un autre artiste à côté de l'œuvre d'Elia Hiltunen. À présent, l'actualité internationale. Les jumelles sénégalaises Aminata et Ramatoulaye Diaw ont décroché leur bague à 13 ans dans un lycée de la banlieue de Dakar. La veille du CFE du mois, on nous a dit qu'on ne pourrait pas faire le CFE. Du coup, mon père a vu ça comme une motivation et il nous a fait sauter encore 2 classes. La 6e et la 5e. Nous sommes allés directement en 4e. Jusqu'à maintenant, 4e, 3e, seconde, première. Avec leur réussite, elles détiennent le record des plus jeunes bacheliers au Sénégal. Toutes les vacances durant, on apprenait. Chaque jour, on faisait une nouvelle leçon en référence à l'année prochaine. Le bac, il n'était pas facile. Du coup, à un certain moment, tu t'assois et tu dis peut-être que ça va pas se passer, ça va pas bien se passer, peut-être que ça va bien se passer. C'est un moment de stress, mais après, ça va passer. Les chiites ont marqué le début de la fête religieuse d'Achoura le 19 août avec des rituels destinés à exprimer leur chagrin pour la mort de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet. Dans les quartiers chiites Sadr City à Bagdad, des hommes se sont rassemblés tôt le matin pour se trancher la tête avec des épées et prier au son de chants religieux et de tambours. Très critiqué depuis la prise de pouvoir fulgurante des talibans en Afghanistan, Joe Biden affirme qu'il aurait été impossible de retirer les troupes américaines sans une forme de chaos dans le pays. Dans un extrait d'entretien diffusé mercredi par la chaîne ABC, Biden s'est également déclaré prêt à maintenir les forces américaines à Kaboul au-delà du 31 août si tous les ressortissants américains qui sont encore présents dans le pays ne sont pas évacués d'ici là. I don't think it was a fair look. It was a simple choice, George.
Écoutez, je ne pense pas que c'était un échec. C'était un choix simple. Laissez-moi revenir en arrière. Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement qui prend l'avion et décolle et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l'effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300 000 d'entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour évacuer tous les Américains et nos alliés. L'engagement est d'évacuer tout ce que nous pouvons évacuer et tout ce qui devrait être évacué. Et c'est l'objectif. C'est ce que nous faisons maintenant, c'est le chemin que nous suivons et je pense que nous y arriverons. Les Haïtiens attendent désespérément de l'aide après le séisme. Des personnes laissées sans abri par le tremblement de terre qui a tué quelques 2000 personnes ont exprimé leur colère contre le fait que l'aide gouvernementale ait tardé à arriver 5 jours après la catastrophe, laissant de nombreuses personnes sans eau ni nourriture. Le Premier ministre Ariel Henry, qui s'est rendu par avion pour visiter la ville la plus touchée des Cayes, en Haïti, peu après le séisme de magnitude 7,2 de samedi 14 août, avait salué la dignité dont faisaient preuve les survivants et promis une arrivée rapide de l'aide. Mais après une autre nuit de pluie, les habitants des Cayes se sont plaints du peu d'aide sur le terrain. Des dizaines de personnes se sont présentées à l'aéroport local pour demander de la nourriture après l'arrivée d'un hélicoptère transportant des fournitures, selon les témoins. La police est intervenue pour laisser partir un camion transportant de l'aide. Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, se remet encore d'un tremblement de terre d'il y a 11 ans qui a tué plus de 200 000 personnes. La dernière calamité survient un peu plus d'un mois après que l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet, ait plongé le pays dans la tourmente politique. Jerry Chandler, le chef de l'Agence de protection civile d'Haïti, a déclaré qu'il était conscient qu'il n'avait pas encore atteint de nombreuses communautés, mais a déclaré que les responsables travaillent dur pour fournir un soutien et ont appelé à la patience. Il y a au moins 600 000 personnes nécessitant une aide humanitaire et 135 000 personnes déplacées, a déclaré Chandler, ajoutant que l'objectif était de fournir de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation ainsi qu'à celle de la rédaction. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.